Bonjour à tous et bienvenue dans cette 12e vidéo sur le rapport RTE intitulé Futur énergétique 2050. On va parler aujourd'hui du chapitre 12 sur l'analyse environnementale. C'est le dernier chapitre du rapport publié en octobre 2021 et les deux derniers, donc les chapitres 13 et 14, ont été rajoutés en février 2022 pour la version finale. L'analyse environnementale menée par RTE a porté sur 5 sujets: les émissions du système électrique et de ses usages, les ressources minérales, l'occupation et l'usage des sols, le volume de déchets et matières radioactives, et un dernier axe qui a été rajouté en février, les polluants atmosphériques. Pour calculer les émissions de gaz à effet de serre d'une infrastructure énergétique, il faut raisonner en cycle de vie, c'est-à-dire qu'il faut prendre en compte bien sûr les émissions directes lors de l'utilisation de l'infrastructure énergétique, en particulier si on utilise du gaz, bien la combustion de ce gaz, mais il faut aussi prendre en compte le secteur amont, à savoir l'extraction et la fabrication du combustible et la construction de l'infrastructure électrique, et le secteur aval, c'est-à-dire le démantèlement de l'infrastructure et la gestion de ses déchets. Donc là, on a bien fait un cycle de vie, on a pris en compte vraiment tous les impacts dus à cette infrastructure énergétique. Et donc, on peut calculer comme ça bien l'impact carbone de différents moyens de production, donc les énergies fossiles et les énergies renouvelables et nucléaires. Eh bien, les énergies fossiles, on a le charbon qui émet de l'ordre de 1000 grammes de CO2 par kWh, et le gaz de l'ordre de 400 grammes de CO2 par kWh. Et ensuite, on a le photovoltaïque avec environ 40 grammes de CO2 par kWh, l'éolien une dizaine de grammes, et l'hydraulique et le nucléaire moins de 10 grammes par kWh. Donc on a bien des énergies fossiles avec plusieurs centaines de grammes par kWh, voire 1000 grammes de CO2 par kWh, et des énergies bas carbone, voire décarbonées, avec de l'ordre de la dizaine de grammes de CO2 par kWh. Donc le nucléaire et les énergies renouvelables, même le photovoltaïque, sont bas carbone. On peut même dire décarbonés. Et donc ça, c'est les impacts aujourd'hui. Maintenant, à l'avenir, en décarbonant la société et l'économie, eh bien, on peut avoir, en particulier pour le photovoltaïque, un impact carbone qui va diminuer avec le temps. C'est-à-dire que le panneau photovoltaïque, principalement fait en Chine, dans un mix très carboné avec l'utilisation de beaucoup de charbon, eh bien, en décarbonant le mix électrique chinois, on va décarboner l'impact du photovoltaïque. Et donc à la fin, à l'horizon 2050, on devrait être aux alentours de 15 grammes de CO2 par kWh pour le photovoltaïque aussi, et donc on sera bien à une dizaine de grammes pour toutes les énergies bas carbone. C'est-à-dire 10 à plutôt même 100 fois moins que le charbon, donc bien décarboné. Et au final, en remplaçant l'utilisation d'énergies fossiles par des énergies bas carbone, eh bien on va décarboner la production d'électricité. Aujourd'hui, l'électricité française à 93% décarbonée, mais elle est encore un peu carbonée. Et donc on a environ 20 millions de tonnes de CO2 par an émis pour la fabrication d'électricité. Eh bien à l'avenir, ça va décroître fortement. Et à la fin, on ne sera plus qu'à environ 2 millions de tonnes de CO2 par an, quel que soit le scénario. Donc il n'y a pas de différence selon les scénarios de production, entre les scénarios 100% solaire et les scénarios avec du nucléaire. Ils auront le même impact carbone. Après donc cette réduction d'émissions dans le système électrique, elle s'accompagne aussi d'une réduction d'émissions dans l'ensemble de la société, donc avec en particulier une réduction d'émissions dans les transports, dans le chauffage résidentiel et tertiaire, dans l'industrie, dans la production d'hydrogène, et puis dans d'autres secteurs. Et au final, à la fin, les émissions de gaz à effet de serre en France, qui sont aujourd'hui à environ 450 millions de tonnes de CO2 par an, et on sera plutôt de l'ordre de 80 millions de tonnes de CO2 par an, en équivalent CO2, parce que là, dans ce qui restera, il y en a une bonne partie, c'est l'agriculture, dont une bonne partie de méthane. Donc ça, c'est assez difficilement compressible. Donc en final, pour ce qui est de la consommation d'énergie, on va passer de 3 millions de tonnes de 300 millions de tonnes de CO2 par an à 6. Donc on va fortement décarboner la production d'énergie. Et cette décarbonation, la moitié est due à l'électrification des procédés. Ok, on va décarboner les émissions sur notre territoire, mais qu'en est-il de notre empreinte carbone?
L'empreinte carbone, ça prend en compte ce qu'on émet sur notre territoire, moins l'émission due aux biens qu'on exporte, et plus l'émission due aux biens qu'on importe. Et donc aujourd'hui, si nos émissions de CO2 sont de l'ordre de 450 millions de tonnes par an, eh bien notre empreinte carbone, elle, est plus de l'ordre de 700 millions de tonnes de CO2 par an. Et en 2050, si on aura décarboné nos émissions nationales, eh bien notre empreinte carbone sera encore significative. Et donc il y a un enjeu à la réduire. Et c'est là tout l'intérêt de la réindustrialisation, puisque la réindustrialisation, ça entraîne une plus grande consommation d'énergie sur notre territoire et donc un peu plus d'émissions de CO2 sur notre territoire, mais en relocalisant notre consommation de biens, eh bien, ça permet de réduire notre empreinte carbone. Et donc l'ordre de grandeur, c'est à l'horizon 2030, plus 8 millions de tonnes par an d'émissions, mais moins 25 millions de tonnes par an de empreinte carbone. Et donc sur la trajectoire, entre aujourd'hui et 2050, ça permettrait d'économiser 900 millions de tonnes de CO2, soit l'équivalent de 2 années d'émissions nationales, ce qui est vraiment énorme. Donc gros intérêt à faire cette réindustrialisation. Et ça, c'est dans l'hypothèse où les autres pays respectent leurs objectifs de décarbonation. S'ils ne respectent pas leurs objectifs de décarbonation, l'intérêt de faire la réindustrialisation serait encore supérieur, puisqu'au lieu d'avoir 40 millions de tonnes par an d'empreinte carbone en moins, on aurait 120 millions de tonnes par an d'empreinte carbone en moins. Donc si les autres pays ne respectent pas leurs objectifs de décarbonation. Donc la réindustrialisation, gros intérêt pour réduire l'empreinte carbone de la France. La criticité d'une ressource s'exprime selon 2 axes, sa disponibilité et son importance économique. Si une ressource est peu disponible, on risque d'en manquer, et si elle est importante économiquement et qu'on en manque, ça aura des conséquences. RTE a analysé la criticité de plusieurs minéraux selon 6 axes de criticité. On a la disponibilité des réserves, le risque de monopole sur le marché, la concurrence entre usages, la recyclabilité, la substituabilité et l'impact social et environnemental. Et déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est que toutes ou quasiment toutes les ressources minières ont des impacts environnementaux et sociaux significatifs. En termes d'impacts environnementaux, ça va souvent être de la pollution des sols ou des eaux et la production de déchets. Et en termes sociaux, ça a plutôt des risques sociaux comme du risque de travail forcé ou de travail d'enfants dans des mines, en particulier les mines artisanales. Et il y a aussi souvent des enjeux de conflit d'usage, en particulier de l'eau, où quand les mines utilisent de l'eau, ça peut entrer en conflit avec l'utilisation d'eau pour les populations locales. Maintenant, toutes ces ressources minérales, elles vont être utilisées dans plusieurs types de ressources dont on a besoin dans le système électrique. Déjà, on a les batteries des véhicules électriques qui vont consommer un certain nombre de ressources, comme du cuivre, l'aluminium, du cobalt, du lithium, du nickel, du graphite, de l'argent et du manganèse. En tout cas, c'est des ressources qui sont soit nécessaires pour fabriquer les batteries, soit qui sont nécessaires dans le système qui utilise beaucoup de batteries. Typiquement, le cuivre, c'est parce qu'en utilisant plus de batteries, on va avoir besoin de plus de cuivre dans le véhicule électrique. Le photovoltaïque, eh bien, ça va consommer du silicium, de l'argent, et donc les systèmes avec beaucoup de photovoltaïque nécessitent des réseaux renforcés et donc plus d'acier et de cuivre aussi. L'éolien, il y a la question des terres rares qui sont utilisées dans les aimants permanents des éoliennes en mer. L'éolien, ça nécessite aussi du béton pour construire les éoliennes. Et pareil, donc de l'acier et du cuivre dans toute l'infrastructure électrique des systèmes avec beaucoup d'éoliens. Le nucléaire, lui, ça va être assez sobre dans tous les métaux précédents. Par contre, il utilise donc de l'uranium comme combustible et du zirconium. Ça, le zirconium, c'est utilisé pour faire les gaines du combustible. Après, donc certains de ces minéraux vont nécessiter l'usage d'autres minéraux. Typiquement, pour faire de l'acier, en particulier de l'acier inoxydable, on va avoir besoin de manganèse, de zinc, de chrome, de nickel ou d'autres types de métaux. Pour faire du silicium, on a besoin de graphite. Le graphite, on l'utilise aussi pour faire de l'aluminium et de l'acier. Voilà.
certains métaux nécessitent l'utilisation d'autres métaux. Et donc si on prend les ressources principales une par une, en commençant par le cuivre. Donc le cuivre, sa consommation va fortement croître à la fois dans le système électrique et dans les batteries des véhicules électriques. Donc, niveau d'accroissement élevé. Après, sur le cuivre, il y a un gros sujet sur la disponibilité de ses réserves. Pas encore aujourd'hui, mais à l'avenir, c'est vraiment un domaine d'inquiétude. Donc avec un niveau de criticité élevé à l'avenir. Après, il y a aussi les questions de la concurrence entre les usages, typiquement entre les véhicules électriques et le réseau électrique, et puis les équipements, les bâtiments, etc. Et c'est un gros sujet en termes d'impact environnemental aussi. L'aluminium, il y aura aussi une forte croissance de l'usage. Par contre, pas d'enjeu sur les réserves. Il y aura potentiellement un sujet sur le monopole, la concentration de sa production ou de son raffinage. Pour le cobalt, c'est un gros sujet pour les véhicules électriques. On a besoin dans les batteries. Il risque d'y avoir un gros sujet sur la disponibilité des réserves et un gros sujet de monopole, à la fois la production et du raffinage, et de la concurrence entre usages. Le cobalt, un gros sujet aussi. Le lithium, forte croissance pour les véhicules électriques. Il y a un risque de monopole et d'autres sujets. Par contre, il n'y a pas d'enjeu sur les réserves. Et le nickel, pareil, un risque sur la disponibilité des réserves, la concurrence entre usages, et bien sûr des impacts sociaux et environnementaux significatifs. Pour les batteries, le premier renseignement, c'est que les besoins de batteries pour équilibrer le réseau électrique, eh bien, c'est assez négligeable devant ceux qui sont nécessaires pour les véhicules électriques. Donc ici, on peut voir sur ce graphe les besoins de batteries en gigawattheure, donc dans les scénarios M0, M1, etc. Et donc c'est extrêmement faible comparé aux besoins de batteries dans les véhicules électriques. Après, sur les batteries, il y a un autre renseignement intéressant, c'est qu'il y a plusieurs technologies qui existent. On a les NMC, qui sont donc nickel, manganèse, cobalt. C'est la technologie qui domine actuellement le marché. Et après, il y a une autre technologie qui existe, qui s'appelle LFP, pour lithium fer phosphate. Donc cette technologie LFP, elle n'utilise pas de nickel ni de cobalt, donc ça peut permettre de réduire la pression sur ces deux ressources. Et elle se développe actuellement surtout en Chine et peu en Europe. Pour le lithium, si on veut électrifier 95% du parc électrique français, du parc de véhicules français, eh bien, ça va nécessiter 2,5% des réserves mondiales connues de lithium. Or, la France, c'est pas 2,5% de la population, c'est 1% de la population, et c'est 2 à 3% des véhicules. Donc si on utilise 2,5% des réserves mondiales de lithium uniquement pour électrifier les véhicules français, ça peut potentiellement coincer. Après, sur le lithium, il y a aussi un enjeu sur le recyclage qui est aujourd'hui faiblement développé, mais c'est plus pour des raisons économiques que techniques. Et le lithium, il y a un gros sujet sur la concentration en Chine de son raffinage. Donc ici, on peut voir sur ce graphe que pour ce qui est de la production de lithium, c'est essentiellement fait en Australie et au Chili, après, avec une partie importante aussi en Chine. Et par contre, pour ce qui est du raffinage, la Chine en détient une grosse partie. Et pour ce qui est de la production de produits dérivés, donc en particulier les batteries, eh bien là, la Chine maîtrise l'essentiel de la production mondiale. Donc gros sujet sur le pouvoir de la Chine là-dessus. Pour le cobalt, c'est un métal assez critique, parce qu'il y a 50 ans de réserve à la consommation actuelle, mais la consommation va augmenter. D'ici 2050, on estime entre 300 et 1000 kilotonnes de cobalt nécessaires à l'échelle française. Et donc ça correspondrait, dans le meilleur des cas, à 12 kilotonnes par an, soit 8,5% de la production actuelle mondiale. Donc là, ça veut dire que pour électrifier le parc de véhicules français, il faut 8,5% de la production mondiale qui soit réservée au parc français. Ça peut potentiellement coincer aussi. Après, sur le cobalt, il y a aussi des enjeux de concentration et de dépendance à certains pays, en particulier la République démocratique du Congo, qui détient 72% de la production. D'ailleurs, il y a 20% de ces mines qui sont artisanales et donc
moins contrôlé et avec des problèmes environnementaux et sociaux plus importants. Et après, il y a bien sûr donc, la Chine qui détient un monopole sur le raffinage du cobalt. Donc dépendance à la Chine à la fois pour le lithium et le cobalt. Après, sur les terres rares, déjà les terres rares ne sont pas rares. Elles ne sont pas plus rares que le nickel ou le cuivre dans la croûte terrestre. Par contre, elles sont plus dispersées, plus dissipées, diffuses. C'est-à-dire que pour extraire un peu de terres rares, il faut extraire beaucoup de matière. Ces terres rares, on les utilise dans les aimants permanents des éoliennes en mer. On n'en utilise pas dans les batteries. Donc quand on entend qu'il y a des terres rares dans les batteries, c'est n'importe quoi. Et les terres rares, le problème, c'est aussi un quasi-monopole de la Chine sur les terres rares. Donc encore une dépendance à la Chine. Passons au cuivre maintenant. Alors le cuivre, on l'utilise dans beaucoup de choses. On l'utilise dans les bâtiments, dans la production et le transport d'électricité. On l'utilise aussi dans l'automobile et dans un certain nombre de biens de consommation. Le problème, c'est que si la consommation de cuivre est prévue à la hausse, avec une forte augmentation, eh bien, le pic d'extraction de cuivre, lui, est prévu pour 2024, donc dans 2 ans. Et on estime les besoins nécessaires d'ici 2050 comme étant supérieurs aux ressources connues aujourd'hui. Donc ça veut dire que pour satisfaire les besoins de cuivre de la transition énergétique, il va falloir trouver d'autres ressources, d'autres réserves. Et donc actuellement, c'est pas garanti. Et donc il y a un risque de sérieux problème d'approvisionnement d'après RTE. À savoir que le système électrique devrait consommer selon les scénarios 6 à 13% de la consommation actuelle de cuivre et les véhicules électriques 13 à 19%. C'est ce qu'on voit ici. Selon les scénarios, eh bien, plus on a de nucléaire dans le mix électrique, moins on a besoin de consommer du cuivre, et plus on est sobre, moins on a besoin de cuivre dans les batteries des véhicules électriques. Donc le cuivre, gros sujet. L'aluminium, c'est moins un enjeu. Il y a une part importante de sa production qui est faite en Chine. Par contre, il y a des réserves et des usines dans de nombreux pays, donc il y a moins de risques de monopole. Augmentation significative de la consommation d'aluminium qui est prévue. Et les batteries et le système électrique, oui, devraient consommer entre 20 et 40% de la production française actuelle d'aluminium. Donc ça peut être assez significatif aussi, mais moins problématique. Le nickel, c'est un gros sujet aussi. Donc, actuellement, l'essentiel du nickel est utilisé pour faire des aciers inoxydables. Il y a une petite partie, 6%, qui est utilisée pour faire des batteries. Par contre, cette petite partie, elle est en forte croissance. Et d'ici 2030, on devrait passer de 2 à 20 à 30 kilotonnes par an de consommation de nickel selon les scénarios. Donc là, si on passe du coup de 6% à 60 ou 90% de la consommation actuelle, ça peut potentiellement être un sujet aussi. Il y a des tensions qui sont prévues sur les ressources géologiques, parce qu'actuellement les réserves connues sont de 40 ans pour la consommation actuelle. Et là, si on prévoit d'augmenter fortement la consommation, eh bien, il peut y avoir un problème d'approvisionnement en nickel. Le silicium. Le silicium, c'est fait à partir de silice, qui est un matériau très abondant dans la croûte terrestre. Il y a des réserves importantes en France et en Espagne d'ailleurs. Et par contre, c'est aussi un point d'inquiétude. Même si aujourd'hui on maîtrise à peu près la chaîne de valeur et on a même de la production en France et en Norvège de silicium, eh bien les industriels du secteur, en particulier Ferropen en France, subissent des difficultés économiques et ont fermé certains sites à l'avenir. Et donc il y a la Chine qui risque de dominer le secteur et de devenir le seul producteur de silicium métallique et de panneaux photovoltaïques à l'avenir, si on n'a pas de stratégie silicium en France et en Europe. Après, dernier sujet, le béton et l'acier. Pour ce qui est du béton, le béton on le fabrique en France, il n'y a pas d'enjeu de réserve. Il y a très peu qui est utilisé dans le système électrique. Seulement 2 à 4% de la consommation de béton, c'est pour le système électrique. L'essentiel, c'est pour la construction de nouveaux bâtiments, donc c'est pas un sujet. Et l'acier, c'est pas un sujet non plus, parce qu'il y a un bon recyclage et la consommation d'acier dans le système électrique,
c'est entre 6 et 12% selon les scénarios, donc c'est pas la folie non plus. Donc béton et acier, c'est pas trop un sujet. Selon le scénario de consommation, les besoins en ressources vont être assez différents. Le scénario de sobriété permet entre 20 et 30% d'économie de ressources dans le système électrique et l'électromobilité. Donc on peut voir le détail ici sur ce graphique. Donc ça permet en particulier 25% d'utilisation de cuivre en moins 30% de lithium, moins 25% de cobalt, moins 30% de nickel, donc c'est assez significatif et très pertinent sur les métaux les plus critiques. Après, cette ordre de grandeur, donc de 20 à 30% d'économie de ressources, c'est le même ordre de grandeur entre passer du scénario de référence au scénario de sobriété que entre passer d'un scénario 100% ENR à un scénario avec beaucoup de nucléaire. Donc développer du nucléaire et faire de la sobriété, ça permet de réduire les besoins en ressources et les deux approches ont des impacts du même ordre de grandeur. Pour ce qui est de la réindustrialisation profonde, ça va accroître les besoins de ressources en France, dans le système électrique français. Par contre, ce besoin de ressources supplémentaires va être compensé, au moins en partie, par une réduction des besoins de ressources dans le reste du monde. Parce que l'idée, c'est pas de produire plus, c'est de produire plus en France pour moins produire ailleurs. Pour relocaliser la production et la consommation française. Donc, en particulier, l'accroissement des besoins de ressources en France, ça va être une dizaine de pourcents pour le cuivre, environ 30% pour les terres rares, et après, selon les ressources, ça va être assez différent. Mais à l'échelle mondiale, c'est pas un problème. Pour ce qui est de l'occupation des sols, on va voir différents types d'impacts. On parle en général de surfaces artificialisées, c'est-à-dire qui vont altérer certaines fonctions biologiques ou hydriques des sols. Parmi ces surfaces artificialisées, il y en a une partie qui va être imperméabilisée, et donc c'est-à-dire que l'eau ne passera plus à travers. Et après, il y a des surfaces non artificialisées, mais en partie occupées autour des infrastructures. On va appeler ça des surfaces de co-usage. Et donc RTE a essayé de calculer pour chacun de ces types d'occupation quelles vont être les surfaces en jeu. Pour ce qui est de l'éolien, il y a une très faible part de la surface qui est imperméabilisée, une part faible aussi qui est raisonnable, qui est artificialisée. Donc là, c'est uniquement pour l'infrastructure routière. Et après, il y a bien sûr une grande part de l'occupation des sols du l'éolien qui est pour du co-usage. En gros, ça va être la zone où l'éolienne va être visible, ou en tout cas à proximité. Pour ce qui est du photovoltaïque, on a aussi de faibles zones artificialisées, donc uniquement la base des pieux qui retiennent les panneaux. On a des zones artificialisées assez faibles aussi, et des zones de co-usage un peu plus importantes, mais beaucoup moins que dans le cadre de l'éolien. Donc pour l'éolien, on avait une dizaine d'hectares par mégawatt de co-usage. Pour le photovoltaïque, on a plutôt 1 à 2 hectares par mégawatt. Après, il y a aussi les lignes aériennes qui ont une occupation de sol. Là, donc, pour ce qui est des co-usages, ça va être assez important, donc plusieurs hectares par kilomètre. Par contre, pour ce qui est des surfaces imperméabilisées et artificialisées, là, c'est presque rien. C'est 1 mètre carré par kilomètre. C'est uniquement en fait la base des pylônes. Après, on a les centrales thermiques et nucléaires qui sont des zones très concentrées, c'est-à-dire que il y aura une part artificialisée et qui sera du même ordre de grandeur que pour l'éolien ou le photovoltaïque, donc moins d'un dixième d'hectare par mégawatt. Par contre, il n'y a pas de zone de co-usage supplémentaire. Et après, le photovoltaïque sur toiture, là, ça n'a aucune consommation d'espace, puisque c'est sur les toits et pas au sol. Et donc, chacune des infrastructures électriques va permettre ou pas des co-usages avec d'autres types d'usages. En particulier, on peut penser à l'agriculture qui est assez compatible avec de l'éolien ou des lignes aériennes, plus ou moins avec du photovoltaïque au sol, selon ce qu'on fait. Donc on parle aussi d'agrivoltaïsme, donc ça reste possible sous certaines conditions.
Et donc voilà, on a le tableau qui dit pour chaque type de co-usage si c'est possible ou facile d'avoir un co-usage avec les infrastructures électriques. Aujourd'hui, l'artificialisation des sols est principalement due aux routes et aux bâtiments, et ça se monte en dizaines de milliers d'hectares par an. À l'horizon 2030, d'après la loi climat et résilience, on doit diviser par 2 cette artificialisation des sols, et à l'horizon 2050, l'objectif c'est d'être à zéro artificialisation nette. Maintenant, le système électrique va entraîner une artificialisation des sols, donc à la fois pour les énergies renouvelables et le nucléaire dans une moindre mesure. Et cette artificialisation des sols due au système électrique, eh bien, elle est extrêmement faible comparée aux ordres de grandeur de l'artificialisation due aux bâtiments et aux routes. Par contre, eh bien, le système électrique va occuper plus d'espace, même des espaces non artificialisés, et ces espaces occupés vont être plus visibles à l'avenir qu'aujourd'hui. Donc on va doubler à quadrupler l'espace occupé par le système électrique d'ici 2050, selon les scénarios et les hypothèses. Et donc voilà, le système électrique sera plus visible, mais il y a peu d'enjeux d'artificialisation des sols. Pour ce qui est des déchets nucléaires, il faut déjà comprendre comment fonctionne le cycle du combustible. Donc on va avoir de l'uranium naturel, qui est un minerai. Avec cet uranium naturel, on va l'enrichir. Donc l'idée c'est que dans l'uranium naturel, on a l'uranium 235 et l'uranium 238. Donc il y en a un qui a 3 neutrons de plus que l'autre. Et c'est l'uranium 235 qui nous intéresse et qui fonctionne dans les réacteurs existants. Donc l'idée c'est d'augmenter la concentration en uranium 235 ici, donc dans l'uranium enrichi. Et donc l'uranium moins concentré en U235, ça va être de l'uranium appauvri, dont on va faire autre chose plus tard. L'uranium naturel enrichi, on le fait passer dans les réacteurs, on fait de l'électricité avec, et à la fin on a un combustible usé. Dans ce combustible usé, il va y avoir de l'uranium, qu'on appelle de l'uranium de retraitement. On aura du plutonium, qui est un peu plus élevé sur le tableau périodique, il y a quelques protons de plus. Et on va avoir des actinides mineurs. Donc c'est pareil, des éléments voisins du tableau périodique de l'uranium. Et avec ces actinides mineurs, on a aussi des produits de fission. Donc l'idée c'est que la fission nucléaire, ça casse des noyaux d'uranium en atomes plus petits. Et donc ces atomes plus petits, c'est ce qu'on appelle les produits de fission. Donc les produits de fission et les actinides mineurs, ce sont des déchets ultimes. Le plutonium et l'uranium de retraitement, ce sont des matières valorisables. Donc pour les valoriser, on va faire ce qu'on appelle du monorecyclage, enfin du recyclage. Donc l'uranium de retraitement, on va le réenrichir pour le refaire passer en réacteur. Et le plutonium, on va l'assembler avec de l'uranium appauvri pour faire du combustible MOX qu'on peut utiliser dans des réacteurs spéciaux qu'on a MOXés. Après, donc le MOX et l'uranium retraitement enrichi, une fois qu'ils sont passés en réacteur, ce sont du MOX usé et du uranium de retraitement enrichi usé, qui, pour l'instant, sont considérés comme des matières valorisables, parce qu'on pourrait les utiliser dans des réacteurs à neutrons rapides, donc des réacteurs de génération 4, qui permettent d'utiliser l'uranium 235, et certains voisins de l'uranium dans le tableau périodique. Ces déchets, donc les déchets ultimes, produits de fission et actinides mineurs, ça va être l'essentiel des déchets de plus haute activité. Donc, dans les déchets, on a les déchets du combustible, mais on a aussi des déchets d'assemblage ou d'équipement. Et donc là, ça va plutôt être des déchets de plus faible activité. Donc, il faut savoir que les déchets, ils sont catégorisés selon 2 critères. Leur activité, c'est-à-dire leur dangerosité, et leur durée de vie. Donc les déchets à vie longue, ce sont ceux qui sont radioactifs au-delà de 300 ans. Ceux dont la radioactivité est raisonnable au bout de 300 ans, c'est des déchets radioactifs à vie courte. Et donc en fait, le principal enjeu, ça va être les déchets de haute activité et les déchets de moyenne activité à vie longue, qui vont concentrer l'essentiel de la radioactivité et une faible partie du volume. Donc ces déchets de haute et moyenne activité, l'idée c'est de les enfouir dans des stockages géologiques profonds, donc à 500 mètres sous terre dans le projet CIGEO.
Après, les déchets de faible activité à vie longue, pour l'instant, ils sont entreposés par les producteurs dans l'attente d'un stockage géologique de faible profondeur. Donc là, ce sera plutôt quelques dizaines de mètres sous terre. Et après, les autres, donc les déchets de faible et moyenne activité à vie courte et les déchets de très faible activité, ils sont stockés en surface. Donc maintenant qu'on sait ce qu'est le cycle du combustible et les déchets qui sont actuellement produits, eh bien quels vont être les déchets qui seront produits selon les scénarios jusqu'à la fin de vie des réacteurs nucléaires existants et à construire. Eh bien, on peut voir ici sur ces graphes l'évolution des déchets haute activité, des déchets moyenne activité à vie longue et l'évolution du combustible usé. Il faut savoir que dans l'hypothèse où on arrête le nucléaire, donc les scénarios M, sans nouveau réacteur nucléaire, eh bien on va arrêter le retraitement forcément. Donc tout ce qui est uranium de retraitement, on va arrêter de le réutiliser. Pareil pour le plutonium en MOX, ça on arrête. Et dans les scénarios avec de nouveaux réacteurs nucléaires, on peut aussi décider d'arrêter de faire du retraitement. Et ça a des conséquences sur l'évolution des stocks de déchets et l'évolution des stocks de combustible. Donc en fait, si on arrête de faire du retraitement, eh bien il y aura plus de déchets non, il y aura moins de déchets de haute activité. Par contre, il y aura plus de combustible usé. Et dans le cas où on arrête le nucléaire, on sort du nucléaire, eh bien les combustibles usés qui ne seront donc plus valorisables, vu qu'il n'y a plus de perspective de valorisation si on sort du nucléaire, ces combustibles usés ils devraient être requalifiés en déchets de haute activité. Et l'uranium appauvri, si on ne fait pas de réacteur à neutrons rapides, eh bien, il devrait être requalifié en déchets de faible activité à vie longue. Maintenant, les déchets et les matières valorisables, avant de décider ce qu'on en fait, il faut les stocker. Actuellement, tout est stocké à La Hague, dans des piscines. Et donc, on a régulièrement du combustible usé qui arrive et du combustible usé qui repart pour être recyclé en MOX ou en uranium de retraitement enrichi. Le problème, c'est qu'actuellement, les piscines de La Hague sont remplies à 80-90%, et donc ça va continuer à se remplir et bientôt se saturer. C'est pour ça qu'il va falloir densifier tout ça. Et un autre enjeu, c'est que si on arrête le retraitement, eh bien, le remplissage des piscines va être beaucoup plus rapide, puisque aujourd'hui, 1 tonne de combustible MOX, eh bien, ça correspond à 8 tonnes de combustible uranium naturel usé. En termes d'évolution des besoins d'entreposage, on a les capacités actuelles des piscines de La Hague qui sont à environ 12 000 tonnes de métal lourd. Et si on densifie ces piscines, on devrait atteindre les 15-16 000 tonnes de métal lourd. Dans tous les cas, ce ne sera pas suffisant. À l'horizon 2030, les capacités actuelles seront saturées, donc il y a urgemment besoin de densifier ces piscines dans tous les scénarios. Et à l'horizon 2040, dans tous les scénarios, même les piscines densifiées ne seront pas suffisantes. Donc, dans tous les scénarios, il faut densifier la piscine de La Hague et construire de nouveaux entreposages de combustible usé. Et après, dans les scénarios N, avec une relance du nucléaire, eh bien, il va falloir bien sûr redimensionner le stockage pour adapter CIGEO, mais aussi il va falloir construire une nouvelle usine de retraitement, sauf si on décide d'arrêter bien le retraitement des combustibles nucléaires. La transition énergétique va permettre de limiter les émissions de gaz à effet de serre, d'améliorer notre résilience et notre indépendance énergétique, et ça va aussi permettre de réduire la pollution de l'air. Alors la pollution de l'air, qu'est-ce que c'est? Ça peut être d'origine naturelle ou d'origine anthropique, c'est-à-dire humaine. Et donc la pollution d'origine naturelle, on peut avoir par exemple ce qui va être éruption volcanique ou pollen de la végétation au printemps. Et la pollution d'origine humaine, on va avoir des polluants émis par l'industrie, le transport, le résidentiel, le tertiaire ou l'agriculture. Et on va avoir en particulier tout un tas de molécules comme du SO2, donc du dioxyde de soufre, des NOx, donc c'est les oxydes d'azote, il y a des particules fines aussi, des COV, c'est les composés organiques volatiles, NM c'est pour non méthanique, les HAP c'est les hydrocarbures aromatiques polycycliques,
CO, c'est le monoxyde de carbone. Voilà, il y a tout un tas de molécules qui vont cohabiter dans l'atmosphère et qui vont se balader au gré des vents, qui vont se concentrer à divers endroits et qui vont potentiellement, sous l'effet de la température, réagir entre eux pour former ce qu'on va appeler des polluants secondaires. Donc on a en particulier l'ozone qui est un polluant secondaire. Et on peut aussi avoir des particules qui se forment comme ça. Et donc ces polluants secondaires et ces polluants primaires, ils vont par la suite être respirés par les habitants, les animaux, et se déposer soit sur des bâtiments en ville, soit sur des espaces naturels, soit dans des champs, et polluer un peu l'environnement. Alors, parmi les polluants atmosphériques, il y en a 4 principaux. On va avoir les PM2.5, donc qui sont les particules fines de diamètre inférieur à 2,5 micromètres. Donc ceux-là, ils sont principalement émis par le chauffage, et en particulier le chauffage au bois dans le résidentiel et le tertiaire. On va avoir les NOx, qui sont principalement émis avec le transport routier, et en particulier les moteurs diesel. On a le SO2, qui est surtout émis dans l'industrie, et les COV, eux, ils sont émis un peu dans des secteurs un peu divers, en particulier dans des procédés, un petit peu dans des procédés industriels et dans des solvants à usage domestique. Et donc la pollution de l'air, en fait, le problème c'est que ça va avoir des impacts sur la santé humaine. Et il y a environ 400 000 décès prématurés chaque année en Europe à cause de la pollution de l'air, et une cinquantaine de milliers en France. Donc principalement à cause des PM2.5, mais il y en a aussi une part non négligeable à cause des NOx. Et ça va surtout être les populations des grandes villes qui sont touchées, puisque les polluants sont plus concentrés là où la densité de population est plus importante. Donc les habitants des grandes villes sont en général plus touchés, plus concernés. Donc on a une cinquantaine de milliers de morts prématurées en France, et c'est la 3e cause de mortalité après le tabac et l'alcool. Et en moyenne, dans la population française, ça réduit l'espérance de vie de 8 mois. Et dans les secteurs les plus pollués, donc les villes les plus touchées, c'est plutôt 2 ans d'espérance de vie en moins. Et donc, puisque si la France respecte et atteint ses objectifs avec succès à l'échelle nationale, eh bien, il y a certaines zones locales, en particulier certaines grandes villes, où les objectifs ne sont pas atteints. Et la France a été condamnée plusieurs fois par la Cour de justice de l'Union européenne et par le Conseil d'État pour non-respect des valeurs seuil pour les oxydes d'azote en particulier. En résumé, la pollution de l'air est un enjeu sanitaire de premier plan. Que ce soit pour les PM2.5, les NOx, le SO2 ou les COV, il faut reconnaître que la pollution atmosphérique a fortement diminué ces 20 dernières années. Et elle va continuer à diminuer à l'avenir grâce à la décarbonation de l'économie. Et la bonne nouvelle, c'est que les objectifs 2030, on devrait facilement les atteindre. Donc, avec l'électrification et le remplacement des équipements anciens peu performants, on va pouvoir continuer à réduire la pollution de l'air. Donc, si on s'intéresse aux NOx tout d'abord, ça va être le remplacement des véhicules diesel et essence anciens qui émettent beaucoup de NOx, donc les remplacer par des véhicules électriques ou des véhicules critère 1, donc ça va être des véhicules essence récents. Et ça va permettre de réduire fortement les émissions de NOx pour que le secteur... Et voilà, une diminution par 10 des émissions de NOx dues au transport routier, ce qui est très significatif comme progrès. Pour ce qui est des PM2.5, c'est principalement le chauffage qui est responsable des PM2.5, en particulier le chauffage au bois. Malgré un développement du chauffage au bois dans les bâtiments, vu qu'on va diminuer le chauffage d'appoint et l'agrément au bois, et en particulier les foyers ouverts, donc qui sont très, très peu performants et très polluants. Donc en arrêtant les foyers ouverts et remplaçant les foyers fermés peu performants par des chaudières à bois, donc plus performantes, on va aussi réduire fortement la pollution du chauffage résidentiel et des émissions de particules fines. Et pour les équipements industriels,
les moins performants, donc en les remplaçant et en électrifiant des procédés, on va aussi réduire fortement les émissions de dioxyde de soufre. Parmi les 18 enseignements du rapport, il y en a 3 qui concernent ce chapitre. On va voir l'enseignement numéro 13. Le développement des énergies renouvelables soulève un enjeu d'occupation de l'espace et de limitation des usages. Il peut s'intensifier sans exercer de pression excessive sur l'artificialisation des sols, mais doit se poursuivre dans chaque territoire en s'attachant à la préservation du cadre de vie. On a l'enseignement numéro 14. Même en intégrant le bilan carbone complet des infrastructures sur l'ensemble de leur cycle de vie, l'électricité en France restera très largement décarbonée et contribuera fortement à l'atteinte de la neutralité carbone en se substituant aux énergies fossiles. Et l'enseignement numéro 15. L'économie de la transition énergétique peut générer des tensions sur l'approvisionnement en ressources minérales, particulièrement pour certains métaux qu'il sera nécessaire d'anticiper. C'en est fini pour cette vidéo, merci de l'avoir suivi. La prochaine sera consacrée au chapitre 13 sur l'analyse sociétale. J'y parlerai de l'acceptabilité de la sobriété énergétique, des infrastructures, nucléaire, éolien, etc., et de la flexibilisation des usages. C'était Bar l'énergie climat, merci et à très bientôt.